Pierre-Loti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 18. Dimanche, 20 janvier. Les derniers chrysanthèmes fripés par les gelées du matin ont disparu de l'étalage de Madame l'ours, ma fleuriste ordinaire, pour faire place à des camélias et à des branchettes de saules ornées déjà de ces petites pendeloques jaunâtres qui sont des floraisons d'extrême renouveau. Notre séjour indéterminé dans ce pays se prolonge de semaine en semaine et nous finirons par y voir poindre le printemps. Dans sa vieille rue, toujours en pénombre qui longe le flanc de la montagne et les soubassements des temples, cette boutique de Madame l'ours est un point où je m'arrête chaque jour avant d'aller m'isoler là-haut, dans les bosquets des morts. Nous sommes, du reste, un peu en galanterie, Madame l'ours et moi. C'était fatal. Ces maisonnettes de bois noirâtre caduques comme la rue tout entière moisie à l'ombre de ces terrasses moussues qui soutiennent les pagodes et les nécropoles. À la devanture sont accrochés quantité de tubes en bambou remplis d'eau, où trempent les fleurs, des feuillages, des fougères, des herbes. Les Japonais même du bas peuple, chacun sait cela, nous ont devancés de plusieurs siècles dans le raffinement des bouquets, dans l'art de composer avec les plantes les plus vulgaires, des gerbes d'une grâce inimitable, digne de leur vase aux mille formes. Avec Madame l'ours, qui est dans les âges de Madame Prune, autant dire à l'époque où les femmes sont le plus aimables, le prix des fleurs se débat toujours longuement pour le seul plaisir de marchander en se faisant un doigt de cour. Cela s'entremêle de madrigaux que je lui adresse sur sa personne et qu'elle sait me rendre avec une civilité parfaite. D'autres dames du voisinage sortent alors des petits logis verts moulus et sombres pour assister au galant tournoi. C'est Madame Montagne Peinte, marchande de bric-à-brac au coin de la rue, ou Madame le Nuage, qui vend des baguettes d'encens pour les trépassés, ou encore Madame Tubéreuse, dont l'époux, au fond d'un hangar poussiéreux, redore les bouddhas centenaires et répare les autels d'ancêtres. Lorsque ma gerbe est enfin choisie et payée, je la laisse en dépôt chez la marchande, prétexte à revenir, et je commence mon ascension à peu près quotidienne à la sainte montagne qui surplombe. Quantité de chemin s'offre à moi, tout le long de cette rue vénérable où il fait plus froid qu'ailleurs, faute de soleil.
Tantôt je m'en vais par les étroits raidillons qui grimpent au milieu des roches verdies, des mousses à reflets de velours des capillaires, aux tiges de crin noir, des petites sources éparpillées sur les feuilles comme des perles de verre. Ou bien je monte plus lentement par les larges escaliers de granit et les terrasses des temples. Mais là, le sourire s'arrête, car soudainement, tout devient grave. Et une horreur religieuse, inconnue, sort des vieux sanctuaires obscurs. Il y a de quoi faire chaque jour quelques découvertes nouvelles dans ces quartiers de silence et d'abandon, étagés au-dessus de la ville et précédés de tant de vestibules, de terrasses, de portiques sévères. Dans les cours d'allées, des arbres qui ont vu passer des siècles tendent leurs grosses branches mourantes, soutenues çà et là par des béquilles de bois ou de granit. Il y pousse aussi des cycas géants, dont le tronc multiple s'arrange en forme de candélabre. Des cycas qui supportent le froid, admettent à l'occasion la neige. Sur leur beau plumet, résistent aux hivers, dans ce pays comme font du reste quantité d'autres plantes délicates et comme les singes des forêts, comme les grands papillons pareils à ceux des tropiques. Le Japon, semble-t-il, ayant le privilège d'une flore et d'une faune qui ne sont plus de son climat. Des galeries couvertes, aux colonnes de cèdre, entourent d'une zone d'ombre les sanctuaires presque toujours fermés, où l'on voit à travers les barreaux des portes briller, des dorures atténuées luire les mains et les visages des dieux, assis en rang sur des fauteuils. Ces temples, comme les arbres, ont vu couler des années par centaines et le moment approche où leurs boiseries, leurs lacs s'en iront en débris et en cendres. Sur les autels ou bien au plafond poudreux, aux frises des vieilles colonnades, derrière les toiles d'araignées, il y a partout du mystère. Partout, il y a de l'étrange et de l'inquiétant. Dans les moindres formes des figures ou des symboles. Et l'on sent bien ici qu'au fond de l'âme de ce peuple badin, au fin fond, pour nous, impénétrable, doit résider autre chose que de la frivolité et du rire, sans doute quelque conception plutôt terrible de la destinée humaine, de la vie et de l'anéantissement. En montant toujours, voici bientôt la peuplade des petits bouddhas en granit, tous barbus de lichen, et les innombrables bornes funéraires enlacées de plantes aux minuscules feuilles. Voici le réseau des sentiers qui se croisent parmi les tombes, sous les bambous et les camélias sauvages. Voici tout le labyrinthe
des morts. Et à cette hauteur, je retrouve presque chaque fois ce soleil du soir, couleur de cuivre qui, avant de s'abîmer là-bas dans la mer jaune, s'attarde si languissamment sur ses pentes exposées au sud et à l'ouest pour y apporter une tiédeur pas naturelle. Et comment fermer et me donner toujours la même illusion de serre. Ça et là, gisant, sur quelques terrasses mortuaires, une chaise à porteur, toute petite, et en bois blanc, très mince, comme pour promener une poupée, indique la place d'un mort nouvellement amené à ce haut domaine. C'est là-dedans qu'on a apporté sa cendre, et l'usage veut qu'on laisse le véhicule léger pourrir sur place, avec les lotus en papier d'argent qui servirent au cortège. Où les brûle-t-on, ces morts? Dans quel recoin clandestin? Et avec quelle pudeur de les montrer? En ville, on ne les rencontre jamais, que déjà tout incinéré, tout réduit, tout gentil, et ne pesant plus, porté allègrement à l'épaule sur des bâtonnets dans des petits palanquins en bois blanc, d'élégantes et précises menuiseries. Et quand j'ai interrogé les Japonais sur le lieu des bûchers, ils m'ont chaque fois évasivement répondu: dans les montagnes, par là-bas, par là-haut. Il n'y a donc que de la poussière humaine ici, point de cadavre jamais, ni de décomposition, ni de forme affreuse, et cela supprime tout effroi sous ces ombrages. L'heure du soir, et par excellence, dans ces hauts cimetières où la senteur hivernale des feuilles mortes, des mousses et des lichens se mêlent au parfum des baguettes d'encens allumées sur les tombes, c'est aussi l'heure où je conçois le mieux l'énormité des distances. En regardant du haut de mon tranquille observatoire, décliner le soleil du Japon qui se lève à ce moment même sur mon pays. J'ai comme l'impression physique, un peu vertigineuse, de la convexité de la Terre et de sa courbe immense. Et je me sens si loin, dans le crépuscule qui vient, que tout à coup me prend le frisson de nostalgie au souvenir du pays basque, ou bien de ma maison natale. Le plus souvent, il est couché, ce soleil, quand je repasse devant chez Madame l'ours. Mais elle m'attend pour tirer les vieux châssis de bois qui ferment sa devanture. Avec un regard plein de sous-entendus, elle me manque. Elle ne manque jamais d'ajouter à la gerbe achetée 2 ou 3 fleurs pour moi, particulièrement
précieuses, parce qu'elles sont un cadeau, une surprise qu'elle me réservait. Et maintenant vite, un pouce-pouce, un rapide coureur, celui-là qui est des bonnes jambes, afin de retraverser la ville nippone et de ne pas manquer le dernier canot du soir. D'abord, c'est la longue rue des marchands, où, devant les petites boutiques de bois, papillotent les porcelaines, les éventails, les émaux, les lacs, toutes ces choses maniérées et jolies que fabriquent par milliers les Japonais et que vendent les moussemées souriantes. Là défilent dans le même sens que le mien quantité d'autres pousse-pousse empressés qui ramènent vers la mer les officiers de notre escadre ou des cuirassés étrangers, chacun rapportant nombre de petits paquets ingénieusement ficelés, de petites caisses finement menuisées, les exaspérants bibelots auxquels ici personne n'échappe. Le long des nouveaux quais à l'américaine, où les coureurs haletants nous déposent, on se retrouve. On se trie par nation, sous un petit vent glacé, qui ne manque rarement de se lever le soir et d'asperger d'embrun notre retour à bord. On nous a tant traités de pillards dans certains journaux, nous tous, officiers ou soldats de l'expédition de Chine, que nous avons admis la dénomination pillage pour toute chinoiserie ou japonaiserie, si honnêtement achetée soit-elle, et payée en monnaie sonnante. Or, il est de règle sur mon bateau qu'après le souper, à l'instant des cigarettes, chacun doit exhiber son pillage du jour. La table du carré se garnit donc tous les soirs d'étonnantes choses, présentées par leurs propriétaires respectifs. Mon Dieu, connais bien les nuits d'hiver. On rade, tranquille, installé à son bord, entre bons camarades, rentré dans cette petite France flottante qui vous porte si fidèlement, mais qui voisine tour à tour avec les pays les plus saugrenus.